Bonjour les amis. Bonjour les amis. Donc aujourd'hui on va parler un peu du procès du 30 août, notre procès dans le cadre de cette association de malfaiteurs en vue d'un projet de multiples enlèvements mineurs. Voilà, voyons le verdict, les verdicts donc. Remerciements. Avant, on va effectivement commencer par remercier toutes les personnes qui ont le courage de... Il n'y en a pas eu tant que ça, et justement ça met en évidence, en exergue, cette notion de courage. Donc ces personnes qui ont eu le courage de venir nous soutenir, de venir soutenir la cause lors de ce simulacre de procès, ou de ce vrai procès d'inquisition, qui a eu lieu le 30 août. Et c'est important de signaler à quel point l'action individuelle est quelque chose de fondamental au cœur de cette rébellion humaine qui doit naître, qui doit se mettre en marche, qui doit se mettre en branle contre l'imposture sociétale, contre les institutions et les suppôts de Satan surtout qui sont au cœur du système. Oui, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été là pour nous, pour la cause, parce que on ne sait jamais comment les choses vont dégénérer quand on va avec l'esprit de perturber la quiétude des ignobles en robe noire. Et on ne sait pas combien de personnes vont être là, on ne sait pas si on va être seul, s'il y a 5, 10 ou 20 ou plus, on ne sait pas. Donc on prend tous les risques sur soi-même, et ça risque de dégénérer. On peut se retrouver dans le bureau du procureur pour devoir s'expliquer, ou on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Donc merci à toutes les personnes qui ont pris individuellement ce risque. On ne sait pas qu'est-ce que ça pourrait être. Du coup, rien ne s'est passé de tout ça. Ils vous ont accompagné gentiment à la porte. Et ça n'a pas eu plus de suite que ça. Par contre, ça a eu un impact. Oui. Ils ont été apparemment perturbés. Et toutes les bombes à merde, comme tu les appelles, ils ne sont même pas venus. Non. Il semblerait qu'ils ont adapté leur stratégie dernière minute, donc changé la stratégie plutôt de calmer le jeu que de faire trop de bruit autour d'une affaire qu'ils préfèrent cacher. Une affaire qu'ils préfèrent cacher parce qu'une affaire montée de toutes pièces, dont l'évidence de la machination judiciaire est beaucoup trop flagrante. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont attendu toutes ces années d'enquête, soi-disant, pour établir des faits qui n'ont jamais été, et pour cause, en mesure d'établir. Tout simplement parce qu'après ce reportage, après ce documentaire que nous avons publié en 2014, Janet Ziman, Stan Mayo, Le Retour, qui est quelque part un peu aussi notre défense, hein, qui est absolument écrasante, ils étaient un peu gênés pour passer si rapidement. Oui, comment ils font dans ce cas-là? Ils attendent que le bruit retombe pour écraser mieux. Qu'on oublie. Donc on a fait un peu de bruit avec notre défense, bien sûr il faut s'en occuper soi-même, de notre défense, personne d'autre va le faire. Donc on a publié Le Retour, après on a eu l'occasion d'aller expliquer notre cas à Meta TV en 2015. Ouais. Et maintenant on est en 2018, donc ça a eu le temps de retomber un peu. Mais ça n'a pas passé comme ils ont pu, voilà. Comment c'était prévu. Donc c'était génial. Ils ne s'attendaient pas à cette salve de vidéos dernière minute qui a activé de façon spontanée et ponctuelle quelques personnes de très bonne volonté qui se sont révélées une âme de rebelle. Et cette rébellion humaine, donc, a été, d'après moi, elle a été initiée par cet acte aussi symbolique de se confronter aux institutions et de leur faire savoir qu'elles n'ont plus aucun crédit, que ces épouvantails en robe noire, ces sinistres épouvantails, n'ont pas le moindre crédit, pas la moindre autorité, qu'on ne leur reconnaît rien de tout ça. Et que leurs abjects procédés et protocoles qu'ils font sur le dos des impôts des citoyens, en prétendant juger au nom du peuple souverain, eh bien à partir de maintenant c'est fini. Nous avons compris que c'est le point central du système luciférien, que c'est là qu'il faut frapper. Et nous avons compris qu'il fallait dorénavant interdire que ce genre de procès puisse se dérouler dans la paix satanique. Le seul problème, c'est qu'effectivement, ce genre de procès qui concerne les mères brisées, les mères persécutées, les parents protecteurs persécutés, c'est peut-être le dernier
Oui, on va en de revenir l'histoire. sur le problème parce que dans le futur, ça va être encore beaucoup plus compliqué que ça. Avec la nouvelle loi qui est sortie. Voilà, avec les lois sur les droits à l'éducation, les droits à la sexualité pour les enfants, avec la révolution du genre, avec l'initiation à la pornographie à l'école, avec la loi Chiappa, qui... On va en revenir dessus, il y aura beaucoup de choses à dire. Passons juste vite fait, si je peux dire, sur le verdict du procès. Bien. Alors le grand vainqueur avec le premier prix, bien sûr, c'est Stan Mayo, l'ancien gendarme mythomane et paranoïaque, révoqué de la gendarmerie parce que diagnostiqué mythomane et paranoïaque, je crois, d'après certains très bons baveurs de journalistes, qui décidément manient le mensonge avec beaucoup de ferveur, n'est-ce pas? Donc premier prix pour le gourou charismatique, qui manipule d'ailleurs, hein, vous avez vu que je ne suis pas le seul à me faire insulter, à me faire calomnier, puisque les personnes qui sont venues manifester leur indignation et leur rébellion face à tout ce système crapuleux se font traiter carrément de pauvres détraqués, complotistes, subjugués par Stan Mayo, le gourou, hein, qui pourrait ainsi subjuguer les foules. C'est pas mal de prendre ça dans les dents, je pense pour vous aussi, ça doit un petit peu... Hein. Donc 5 ans de prison ferme. 5 ans de prison ferme. Ferme et 2 mandats d'arrêt internationaux. Oui, donc un deuxième mandat d'arrêt international. Le premier, si j'ai bien compris, étant généré par l'affaire de Camille et Priscilla, le capitaine Priscilla Majani, qui est parti en clandestinité avec son enfant, capitaine officier ingénieur en armement de la marine, qui a été obligé de sacrifier définitivement sa vie sociale et sa carrière pour sauver sa petite de 5 ans à l'époque, et que nous avons rencontré donc effectivement quand elle était déjà en clandestinité, afin de prendre son témoignage, de décortiquer son dossier et de le publier dans le cadre de la démonstration que nous étions en train de faire, avec d'autres témoignages, dont celui de Sandrine Gachalois, qui m'a valu d'être accusé une nouvelle fois d'être un kidnappeur et d'avoir kidnappé, en l'occurrence, cette petite fille que j'ai interviewée, que je n'ai fait qu'interviewer, sachant qu'en parallèle, bien sûr, j'ai aidé la maman à pouvoir améliorer sa condition de clandestinité, sa fuite en clandestinité. Donc, c'est très clair, ils te veulent. Ils me veulent. Donc, deuxième mandat d'arrêt pour ça, ou plutôt premier mandat d'arrêt international lancé par Alain Chauvet, enfin demandé par Alain Chauvet, qui manifestement a le bras bien long, qu'on voit dans l'émission de Mère de 6, hein, parler de sa condition de pauvre papa éploré. Moi, j'aimerais vraiment qu'à l'occasion, on revienne sur sa condition de photographe amateur, qui aime tant faire des photos d'art en gros plan des parties génitales de sa petite, avec des rafales de photos répétées, etc. Hein, aujourd'hui, ce n'est plus de la pédopornographie, aujourd'hui c'est de l'art, voilà. Ou c'est les bases de l'éducation sexuelle que l'on doit prodiguer à son enfant à la maison, n'est-ce pas, que de pratiquer des attouchements, des pénétrations, des tout petits doigts, en guili-guili, c'est un jeu. Aujourd'hui, enfin demain, ça sera, la loi est déjà passée en fait, hein, c'est déjà plus condamnable. De toute façon, on s'adresse toujours à la justice et ça ne sert à rien. Hein. Voilà. Donc on va revenir sur ce procès-là, parce que là on a la matière aussi. Ouais, on va revenir là-dessus. Donc, pour rester sur le sujet du verdict, pardon, 5 ans de prison ferme, quand même c'est lourd. 5 ans de prison ferme pour un projet criminel qui n'a absolument pas été démontré. On s'en fiche, on sait très bien que c'est une machination. Mais allez me trouver des peines de 5 ans de prison ferme pour des gars qui ont été pris en flagrant délit de viol de petites filles ou de gamins. Ils sont tous du sursis maintenant. Faites un petit peu l'historique des condamnations d'agresseurs sexuels, de violeurs, de détraqués qui violent des gosses. Je ne pense pas que vous en trouverez un seul avec de la prison ferme, mais 5 ans. 5 ans, c'est plutôt pour les grands braqueurs de banque, parce que c'est un danger un peu pour le système, pour des gens qui récidivent dans des actions criminelles. Mais 5 ans de prison ferme, après n'avoir prouvé strictement rien de tout leur procès d'intention, c'est pas mal. Ouais. Et bon, ça change rien, hein. 3, 5, 8 ou 10. Moi, ça me fait largement rigoler. Ouais. Hein. Vous savez, le crédit que je porte à ces vautours, là, ces épouvantails en robe noire et leur simagrée, puissent-ils se prendre au sérieux autant qu'ils veulent, ça me fait largement rigoler comme d'habitude, ça ne fait que démontrer, c'est bien, parce qu'en fin de compte, on peut utiliser notre histoire et puis
ma condamnation terrible, n'est-ce pas, comme une démonstration, un cas école pour démontrer comment fonctionnent les machinations judiciaires de ce type, parce que là, on va vous en remettre une petite couche pour être plus précis. Voilà, donc 5 ans, toi 3 ans avec du sursis. Tiens, tu m'aurais trahi? Ok, on va revenir dessus. Qu'est-ce que nous avons ensuite dans l'ordre chronologique? Sandrine Gachadouard. Sandrine Gachadouard. 2 ans avec du sursis, avec obligation de soins et hospitalisation. Bon, ça, c'est terrible, c'est sans doute la peine la plus terrible en réalité, parce qu'elle a l'air d'être assez souple avec 2 ans de prison avec sursis, puisque c'est que du sursis. Par contre, l'obligation de soins précisée, obligation d'hospitalisation, il n'y a pas de sursis. C'est du nazisme pur et simple. Ça, c'est ce jour un camp de concentration obligatoire. Voilà, pour se faire détruire le cerveau à coup de chimiothérapie obligatoire, et on sait en plus qu'il se passe bien d'autres choses une fois que les personnes sont dans le coltard, c'est toutes les abominations qui se passent, donc qui ont lieu dans ces centres soi-disant psychiatriques. Voilà, donc elle a morflé dur, notre brave Sandrine Gachadouard. Heureusement qu'elle ne s'est pas présentée au procès, au moins elle ne s'est pas fait immédiatement interner. Espérons d'ailleurs qu'elle saura se tenir à l'écart, se protéger au moins de cette terreur d'État. L'autre Christophe Borja. dans la ligne, c'est Christophe Borja avec 2 ans avec du sursis. Voilà, 2 ans de prison avec sursis pour Christophe Borja. Alors moi, je fais une petite parenthèse. J'avais soumis un doute pour lequel je disais qu'il allait y avoir une levée à l'occasion de ce procès, du verdict. Et bon, le verdict ne signifie pas grand-chose de toute façon. De façon générale, les verdicts ne signifient rien et ne correspondent à rien. Mais je tiens à dire clairement que Christophe Borja donc, est coupable d'aucune trahison, à ma connaissance. Il n'a pas fait partie de ces cloportes qui se sont empressés de venir nous calomnier, de venir baver sur nous, de venir relayer les mensonges des magistrats, de la presse, etc. Il s'est comporté d'une façon certes discrète, mais il n'y a aucun procès d'intention que nous puissions lui faire, aucun reproche. A priori, il est vraiment venu nous aider. Il est venu nous apporter le peu d'aide qu'il pouvait nous apporter, et c'était toute son aide, c'est-à-dire sa personne, bien qu'étant handicapé. Vous imaginez un handicapé pour faire un projet de kidnapping, c'est quand même pas mal. Donc c'était bien la moindre des choses qu'il ne prenne que du sursis. Il aurait tout simplement dû être relaxé, évidemment. Et donc handicapé parce qu'il avait eu un accident, il s'était cassé le dos en tombant de manège quand il était plus jeune, si j'ai bien compris. Et il est venu avec toute sa bonne volonté, avec ses moyens logistiques, son fourgon, qui est très pratique quand il ne faut pas dormir dehors, emporter quelques sacs, etc. Donc voilà, je voulais simplement en passant dire que le doute était absolument levé, que Christophe Borja, pour moi, est une personne de bonne volonté, un citoyen qui était plutôt sur la bonne piste, sur la bonne voie, en venant participer à ces enquêtes citoyennes et essayer de faire émerger une vérité interdite. Donc après, on passe à Sylvie Peyron. Notre grande amie Sylvie Peyron, qui a été condamnée pour cela. Hein. Le vrai grief que les magistrats ont contre elle, c'est d'être notre amie. Oui, donc 15 000 € d'amende pour nous avoir prêté son camping-car et nous avoir hébergés. Voilà, et en plus c'est très clairement dit, hein, pour nous avoir hébergés, donc c'est-à-dire que le grief, c'est d'être une personne généreuse qui a aidé un couple dans sa clandestinité et qui en plus l'aurait aidé à faire des enquêtes. C'est surtout le gros problème des magistrats, des ignorants noirs, il est là, comme on va le voir un petit peu plus tard aussi, assez rapidement. Donc Sylvie Peyron, qui est une femme de cœur, généreuse, a été frappée là où ça fait mal parce c'est une personne très démunie, effectivement, comme la plupart des gens qui sont désintéressés, qui ne courent pas après l'argent, qui ont un peu d'idéal, c'est une personne démunie. Qui, le peu qu'elle avait, la seule chose vraiment de valeur qu'elle avait, ma foi, c'était justement son camping-car qu'elle n'a pas hésité à nous prêter, en sachant que ce qu'on pouvait faire de façon générale, aller faire des enquêtes dans les milieux des réseaux pédophiles, des milieux satanistes, c'est quand même un peu chaud pour son bien. Hein, qu'on pourrait lui ramener des balles, par exemple, ou ne pas lui ramener du tout. Si on tombait dans un piège, il n'en revenait pas. Donc Sylvie
Une fois de plus, tous mes respects, je lui tire de mon chapeau à cette femme courageuse qui du reste a toute une histoire, puisqu'elle a aussi été brisée par l'institution judiciaire. Il faut le savoir. Oui, parce qu'à l'époque, elle est partie aussi avec son garçon pour fuir l'institution judiciaire. Il n'y avait pas d'histoire de pédophilie, mais elle ne s'est pas soumise aux décisions judiciaires. Elle a pris son courage en main et elle est partie avec son fils. Bon, malheureusement, après, ça s'est mal terminé aussi. Oui, et pour autant, elle est restée très dévouée pour les autres d'une façon générale, pour la cause. Beaucoup plus centrée pour les autres, effectivement, que pour elle-même. Bien, le dernier de la liste. Jérémy Luth. Relaxé. Ben oui. Comme elle a bien travaillé pour le réseau, bah, ça ne pouvait pas être autre chose. On va en revenir un peu en détail un peu plus tard. Voilà, donc Jérémy Lehu, la petite saloperie de l'agent du réseau, le traître bien sûr, qui est venu enfoncer comme il se doit Sandrine Gachellois à l'occasion de ce procès. C'était tout le but du jeu. Bien sûr, a été relaxé. Ce qui, on va revenir plus en détail dessus, est une incohérence totale si l'on considère que, très officiellement, il s'était mis en scène comme un enquêteur citoyen venant faire des enquêtes dangereuses à contre-courant du système judiciaire, justement pour démontrer... Indépendamment de nous. Indépendamment de nous, hein. C'est ce qu'il a usé comme étiquette pour venir, justement, s'infiltrer dans notre travail. Et il est évident que dans un tel contexte de machination judiciaire pour écraser toute résistance contre, justement, l'imposture judiciaire, les machinations judiciaires, un tel élément, un tel profil ne pouvait qu'être, surtout s'il est pris entre leurs griffes, très sévèrement réprimé, pour employer les termes de l'imposture judiciaire. Donc le fait qu'il ait été relaxé est juste un élément de preuve, une incohérence totale qui dénote que son vrai rôle n'était pas de faire des enquêtes clandestines et d'aider des mamans comme Sandrine Gachellois, par exemple. Ben bien non, vous l'avez bien vu, comme il l'a massacré sur base de rien, afin que, donc, il l'a condamné à l'internement psychiatrique. Nous reparlerons de ce misérable petit vaurien. On fera un chapitre précis pour lui, n'est-ce pas? Donc, la condamnation, moi, qui me frappe bien sûr, c'est celle de Sandrine Gachellois. Mais je crois qu'avant tout, ce qui est à noter, c'est, si tu es d'accord avec moi, le grand écart qu'il y a entre ma condamnation et la condamnation du reste de la bande, voilà, du reste du gang, puisque tel que c'est présenté, gang, association de malfaiteurs, groupuscule, hein, commando, suivant les crapauds baveurs qui prétendent faire des rapports de presse. Comment se peut-il que, puisqu'il y a une bande ou un gang soudé autour d'un projet criminel, le chef, charismatique certes et mythomane, soit condamné à 5 ans de prison ferme, qui est très lourd pour un projet criminel, hein, si c'était vraiment un projet criminel, mais juste au stade de projet interrompu, 5 ans de prison ferme, c'est très lourd. Et que le reste du gang, qui normalement devrait être pris dans une même notion d'homogénéité, puisqu'on est en train de parler d'une association de malfaiteurs, d'un commando qui va à l'action et qui a été stoppé juste à temps au moment où il passait à l'action, tel que c'est décrit par les rapports de presse et les mensonges de la presse. Ouais. Voilà. Donc un tel écart entre une peine lourde et les autres peines qui sont plutôt légères, puisqu'on ne parle que de sursis, hein, ne s'explique que par le fait que, bien évidemment, il ne s'agissait pas de juger, de réprimer un projet criminel de multiples enlèvements d'enfants, vous l'avez bien compris, mais de réprimer le principe de l'action citoyenne, de l'enquête citoyenne, de la justice citoyenne, qui, dans la première démarche, bien évidemment, vise à démontrer l'imposture de l'institution judiciaire, ce qu'on était très précisément en train de faire. Et il était évident que de mon statut de gendarme qui a démissionné de la gendarmerie suite aux exactions qu'il avait vu commettre par ses collègues et supérieurs, donc il n'a jamais été
viré de la gendarmerie. Le profil d'ancien gendarme qui a flanqué sa carrière de sous-officier en l'air, qui est rentré en rébellion contre le système, qui a été toute sa vie en rébellion contre le système, jusqu'à aller au passage à l'acte, effectivement, quand la loi le lui imposait, hein, puisqu'il faut savoir que j'ai toujours agi dans le cadre de la loi pour rétablir une justice en permanence bafouée par nos élites, par notre institution. Et avec cet exemple que je donne, et puis que je montre, pour que les concitoyens comprennent qu'il faut se réveiller face à l'injustice, face à l'imposture judiciaire, face au suppôt de Satan qui contrôle nos institutions, et bien ce profil, évidemment, fait de moi une cible prioritaire, une cible numéro 1, surtout en cette période si forte où on vient vous écraser avec la révolution du genre, avec les droits sexuels des enfants, la loi Chiappa, etc., etc. Donc, il fallait m'écraser, me plonger à nouveau avec 2 mandats d'arrêt internationaux et une condamnation qui, lue par d'autres, sans décryptage spécifique comme nous le faisons, me fait passer carrément pour un trafiquant d'enfants, il faut être clair. Oui. Donc le groupe, l'association de malfaiteurs, c'est encore toi. Ah oui, effectivement, c'est encore moi. Je serai donc à moi tout seul, une fois de plus, le gang, le groupuscule. Et ça me fait penser à ma condamnation en 2001, lorsque j'étais patron d'une agence de sécurité sur l'île de la Réunion, une agence de protection de biens et des personnes qui faisait trop parler d'elle parce que faisait de l'ombre effectivement au pouvoir public, parce qu'elle intervenait trop souvent pour aider le citoyen bafoué, trahi par les institutions, en particulier l'institution judiciaire, et venir le protéger en lieu et place de l'institution judiciaire, toujours dans un parfait respect des lois, il faut le dire. Et là, j'avais été donc pris pour cible par la petite mafia maçonnique de la Réunion, qui au bout d'un moment, après m'avoir averti du reste, par le biais de la sous-préfète de l'époque, ostensiblement franc-maçonne, avait décidé de me couper la tête en mettant en scène, comme ils savent le faire, c'est le même cas, hein, une machination judiciaire parfaite, où j'étais accusé d'être l'organisateur d'un groupe de combat. Quelque chose de particulier. Organisation d'un groupe de combat. Bon, il faut savoir que j'en parle vite fait parce que la presse, évidemment, y fait allusion. Hein. Bon, vous allez voir qu'ils vont essayer maintenant d'instrumentaliser mon passé, que c'est déjà fait avec les mensonges odieux sur le fait que j'aurais été viré de la gendarmerie après être diagnostiqué mythomane et parano, ce qui est totalement faux, puisque j'ai au contraire été diagnostiqué psychologiquement parfait. Et oui, c'est dans mon dossier militaire. C'est ce qui m'a permis de faire une mutation interarmes en démissionnant de la gendarmerie pour une unité des forces spéciales, s'il vous plaît. Voilà. Donc remettons un petit peu les choses dans leur place. Concernant la condamnation pour mes méthodes musclées paramilitaires que j'aurais pris dans les dents, eh bien, elle s'est totalement avortée, puisque ce que j'ai pu faire après, en ayant fait appel, a été de démontrer l'inexistence totale de l'infraction d'organisation de groupe de combat, déjà en faisant remarquer que je me retourne, il est où le groupe de combat, s'il vous plaît? Je suis seul à passer à la barre. Et à dire, excusez-moi, mais pour constituer un groupe de combat, comme un groupe de danseuses d'ailleurs, il faut, je sais pas, moi, il faut des danseuses, non? Il ne faut pas juste un organisateur de ce groupe. Pas juste une danseuse étoile. Un groupe de danseuses, il y a une danseuse étoile peut-être, mais il y a des danseuses avec. Non, vous ne croyez pas? Bon. Et mon avocat de dire, oui, je connais bien la réputation de mon client, mais de là prétendre qu'il a mis tout seul un groupe de combat, et puis là les magistrats, eux-mêmes les magistrats pouffaient, c'était un grand comique, un grand guignolesque, qui a poussé finalement, enfin, 3 ans après que j'ai été envoyé en prison 2 mois et que ma société était pulvérisée, qui a poussé le procureur qui était là pour m'enfoncer dans le procès en appel pour organisation de groupe de combat, a déclaré publiquement, j'ai encore sa phrase qui résonne dans ma tête, force est de constater que l'infraction n'est pas constituée, ben oui, qu'aucune des infractions annexes, du reste, n'est constituée, infractions annexes qui ont été créées, montées en épingle pour donner du corps à l'infraction principale, qui était infraction en matière administrative, je ne sais plus ce qu'ils avaient inventé, infraction en matière d'armement, soi-disant je trimballais des armes illégales, et infraction en matière de trouble à l'ordre public, qui était le gros procès d'intention au centre de tout, ma dangerosité, en raison des moyens que j'avais en tant que chef d'entreprise, de pouvoir éventuellement faire des actions qui iraient à troubler l'ordre public. Parce qu'en fait, de trouble à l'ordre public, le gros problème qu'ils avaient est que je troublais
comme cela a été fait grâce à nous, chers amis, à l'occasion de ce procès public, la paix des imposteurs qui prétendent appliquer la justice, mais qui en réalité utilisent leur plein pouvoir pour protéger les mafieux et faire en sorte, par exemple, que le petit patron soit racketté allègrement ou que des pauvres mères de famille soient battues comme plâtre par des petits mafieux qui ont les connaissances qu'il faut et qui donc ont une interdiction totale d'être protégés. Et donc, voilà, je referme la parenthèse, que cela soit dit aussi pour les baveurs en réponse aux baveurs de journalistes qui font allusion à cette histoire, et le parallèle que tu as fait est très pertinent, effectivement. Alors, une fois de plus, il semblerait que je sois un peu à moi tout seul, une association criminelle. Ouais, c'est des déjà vu, enfin ça se répète toujours. Hein. Ça C'est le même procédé qu'on retrouve dans plein de dossiers, c'est toujours le même procédé. Oui. Et voilà, là, tu es dans un groupe, mais tu es tout seul. Bah, tant mieux, mais... mais bon, c'est un peu injuste. Ça prouve bien que c'est pas l'accusation qu'ils ont jugée, mais c'est bien les intentions derrière. Oui, exact, c'est ce que je disais. Et c'est que tu pourrais contaminer d'autres personnes avec tes intentions de rébellion. Tu pourrais contaminer d'autres personnes. Évidemment. Alors, donc le grand écart entre ma condamnation et les autres, on a vu, bien que la condamnation de Sandrine Gachadois soit une abomination, et j'aimerais qu'on revienne dessus, si tu es d'accord, qu'on revienne sur le dossier de Sandrine Gachadois, vite fait, ou un peu plus tard. Ou est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire avant? Oui, mais la question était ouverte. Pourquoi il y avait un tel écart entre nos deux condamnations? Parce que c'était quand même moi qui avais approché Léa dans le scénario qu'ils ont mis devant la scène, les magistrats, dans ce projet de kidnapping. C'était moi qui est allée à la rencontre de Léa. Et donc, dans leur scénario, j'avais un rôle très actif. Donc, c'est un peu étrange que j'ai pris que du sursis. En plus, je suis partie en clandestinité. J'ai nargué l'institution judiciaire. Je vais reconnaître que Sandrine Gachadois est une folle. Stan est un fou furieux et dangereux en plus. Que les décisions de justice, il ne faut pas les remettre en cause sous aucun prétexte, même s'il y a une avalanche de malversations judiciaires, que la manifestation de la vérité est toujours interdite par les magistrats eux-mêmes. On n'a pas, comme citoyen, on n'a pas à remettre en cause quoi que ce soit dans ces affaires-là. Et chez moi, c'était encore pire, parce qu'ils m'ont, dans le rejet de la mise en liberté, la demande de mise en liberté, ils m'ont notifié qu'ils avaient bien compris de quoi il s'agissait. Il ne s'agissait jamais d'un projet de kidnapping, ils le savaient. Oui. Donc je rappelle encore les phrases qu'ils ont notées là. Attendu. Pardon, à noter à l'occasion de quoi, précise? De la rejette de la demande en mise en liberté. Voilà, c'est-à-dire au moment où tu étais incarcéré après une interview. En novembre 2012, quand j'étais incarcérée. Une arrestation violente, 3 jours après ta conférence de presse. Oui, il y a un papier qui m'arrive en prison, un papier, rejette de la demande de mise en liberté. Je peux lire pourquoi. Attendu que Jeannette Zeeman ne remet pas en cause son action engagée contre les réseaux pédosatanistes. Ça fait réfléchir. Attendu que Jeannette Zeeman ne semble nullement avoir abandonné son combat contre les réseaux pédosatanistes. Qu'elle ne critique nullement le projet de Stan Mayo de démontrer à l'occasion d'une affaire exemplaire, la réalité de ces réseaux. Qu'ainsi le risque de réitération des faits sur les enfants Kalu'u et sur d'autres enfants reste majeur. Voilà. Et là, elle parle bien de faits. Mais quel fait il s'agissait dans toute cette histoire? C'est un projet d'interview d'un enfant. Voilà. Et ce projet, ça risque effectivement de se reproduire, et
Donc, ça, sur les enfants calleux ou sur d'autres enfants, ça reste majeur. Et il faut neutraliser à temps. Et c'est très important de souligner effectivement, j'aimerais qu'on répète cette phrase, qu'ainsi le risque de réitération des faits sur les enfants calleux ou d'autres enfants reste majeur. Eux, là, ils vous parlent de faits, c'est-à-dire qu'ils nous accusent d'un projet criminel. Et là, ils vous parlent de faits. Et quels sont les faits? Les seuls faits qui ont pu effectivement être établis, et du reste très facilement, pas après des années d'enquête telles qu'ils sont en train de vous présenter la chose. As-tu jamais nié ou essayé de cacher le fait qu'en fait de fait, tu avais approché Léa? Ben non, pourquoi faire? Bien sûr. Il n'y a rien à cacher. C'est ça les faits. Les faits, c'est effectivement qu'on ait suivi les enfants, qu'on ait surveillé la famille, et que finalement tu aies pu approcher Léa. C'est ça le fait. Et pourquoi approcher Léa? Pour la kidnapper? Pour le projet de l'interviewer. et ce projet de l'interview, voilà, là c'était encore toute une transformation dans la presse, hein, parce que j'avais demandé à Léa, c'est pour savoir si vous subissez toujours des choses de ton grand-père ou de ta grand-mère. C'est ça que j'ai demandé. Je n'ai pas dit, est-ce que ton père vous fait toujours du mal, comme veulent démontrer quelques journalistes. Donc, c'était parce que eux, ils veulent manipuler l'opinion publique et mettre dans la tête des gens que c'était dans l'optique d'un enlèvement d'enfants, d'enlever elle avec ses frères. Non, c'était pas du tout ça. C'était bien une question ouverte, sans orientation dans le bien ou le mal, qui démontre que je voulais faire parler l'enfant. C'était pas pour la kidnapper. Sinon, tu l'aurais braqué si tu avais dit est-ce que votre père vous fait encore du mal? La notion de mal, ça aurait plutôt braqué un témoignage d'enfant que tu voulais recueillir de façon spontanée, un peu à l'arraché, à la volée, on va dire, par la surprise. Et on sait bien dans le dossier de Sandrine Gachalois que la petite Léa, quand elle avait eu tant de mal à dire qu'après sa grand-mère, effectivement, elle voulait dire que son père aussi la violait, la première réflexion, le cri du cœur de cet enfant, à cette époque, je crois qu'il avait 6 ou 7 ans, avait été de dire « mais je ne veux pas que papa aille en prison ». Donc elle ne voulait pas parler parce qu'elle savait que ce que lui faisait son papa, c'était mal, et ça méritait la prison. Donc ils ont été effectivement infiniment maladroits de la braquer en disant « est-ce que ton papa te fait toujours du mal ?» Ça, c'est un typique de ce que savent faire les magistrats et les journalistes, c'est le même acabit d'ordures, manipulateurs. Ben, c'est le même réseau, hein? Oui, c'est le même réseau. C'est-à-dire sortir une phrase de son contexte et puis vous la distordre. Après, pour vous dire, voilà, l'autre contexte qu'on crée, c'est-à-dire qu'ils sortent un élément du contexte et ils vous créent un autre contexte autour, en distordant un petit peu les faits, s'ils le font. Là, en l'occurrence... Mais là, ils ont même la moindre détail. Hein? Cette phrase, ils l'ont déjà distordue. Bien sûr. Et ce qu'ils ont surtout dit, sorti du contexte, c'est ton rapport. Oui, parce qu'après, ça continue. Hein, ça continue. Dans tout ce rapport, il n'y a pas qu'une seule phrase. Après, est-ce que tu peux me dire quelque chose devant une caméra un autre jour avec plus de temps? Voilà, c'est ça que j'ai demandé. Bien sûr, cette phrase-là, les journalistes ne les ont pas repris parce que ça pulvérise complètement l'accusation. Les magistrats, bien sûr, aussi, ils ont oublié cette phrase. Pourtant, c'était bien dans le dossier pénal. Hein. Je l'avais retrouvé dans mon dossier pénal après ma sortie de prison en provisoire, quand j'ai pu avoir accès en Allemagne. À ton dossier prétendu pénal. Ouais, prétendu pénal. Hein. Ouais, donc cette photocopie, cette feuille sur laquelle il y avait une photocopie du compte rendu que tu avais fait de ta rencontre avec Léa le 24 août 2012 est bel et bien dans cette réserve de papier cul qu'ils osent appeler dossier pénal. Et il est absolument impossible que les magistrats l'ont pas vu. Hein. Ouais, voilà. Non, au contraire, ils s'appuient dessus pour dire que pour dire ça, c'est une pièce à charge. Hey, ça, c'est une pièce à décharge. Mais bon, quand on est magistrat, on peut tout faire, n'est-ce pas?
on a le pouvoir absolu, on est... Et l'impunité totale, du moins on le croit. Ouais. Donc, ils savent super bien de transformer les pièces à décharge en pièces à charge et condamner les innocents dans leur palais d'injustice en pleine conscience. Alors si ça, c'est pas du satanisme, je sais pas ce que c'est. Ah oui, Mathieu Auriol, c'était amusant ça aussi hein, pour nos amis qui ont pu un petit peu les malmener. Et puis on a vu qu'effectivement, à travers la déculottée totale de ce simulacre de procès qui, en fin de compte, ils étaient un petit peu gênés. Le procureur Mathieu Auriol, il a joué les bons magistrats un peu paternalistes qui prodiguent de bons conseils aux accusés là, en disant vous devriez faire attention, quelque chose comme ça, vous ne devriez pas être si crédule, en parlant bien sûr du gourou mythomane qui les manipule, et qui n'a pas manqué de préciser avant, ceci n'est pas une messe noire. Ah oui, mais c'est quoi pour vous une messe noire? Si c'est pas justement ces espèces de réunions occultes menées par des maîtres en robe cérémoniale, hein, ces cérémonies où on vient vous manipuler la vérité dans des proportions qui n'ont pas de limite, transformer le vrai en faux de façon parfaitement consciente pour, comme tu le dis, condamner des innocents. Et transformer le bien en mal et le mal en bien, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'eux prétendent qu'ils sont, comme dit encore cette ordure de traître, de suppôt de Satan de Mathieu Auriol, qu'ils sont là, que bien sûr la pédophilie, ils sont contre, tout contre, non hein, tout contre, tout contre. Et qui sont là pour appliquer la justice, alors que, au nom du peuple souverain et sur vos impôts, ils pulvérisent des mères comme Sandrine Gachadois, tant d'autres, des milliers, il faut le rappeler, en France. Et ils condamnent à vie des enfants, pire, ils condamnent ces enfants à devenir des monstres, ils condamnent ces enfants à subir la transformation de leur âme pour devenir des vampires comme eux. Et ce genre de procès, ils ont plus, là maintenant, ils ont beau y mettre des formes, vous savez, parce qu'ils redoutent quelques mouvements citoyens suite aux vidéos que nous avons fait de dernière minute. Ils ont beau mettre les formes pour paraître plus suaves, plus presque peut-être sympathiques, non quand même ça ne arrive jamais, débonnaires. Eh bien, oui, Mathieu Auriol, c'est une messe noire. Ce que tu as fait ce jour-là est une messe noire de plus. Moi, je m'en fiche que d'avoir été condamné à 5 ans de prison ferme, ça me fait bien rigoler puisque je sais ce que ça vaut, vos verdicts. Mais c'est ce qui a été fait à Sandrine Gachadois surtout. Ça, c'est du lourd, ouais. Ça, c'est du lourd. Parce qu'ils savent très bien de quoi il s'agit, que elle ne peut pas être notre commanditaire puisqu'elle ne peut pas nous contacter. Personne ne peut nous contacter. Nous sommes en clandestinité, ça fait très longtemps. Elle ne peut pas nous contacter pour qu'on vienne à son aide pour, soi-disant, récupérer les enfants. C'était pas possible. Et vous le savez très bien. Mmh. Et non, replaçons les choses dans leur contexte rapidement. Entre 2009 et 2012, suite après le documentaire que nous avons sorti, Les Réseaux de l'horreur, où là nous avons enquêté plutôt en Belgique, nous avons décidé de sortir un deuxième documentaire avec de nouveaux cas, sur la base du rapport de l'ONU de Juan Miguel Petit de 2003, qui fera toujours remettre au centre des débats, parce que nous sommes des complotistes, hein, qui s'inventons un monde où les pédophiles font la loi, où les pédocriminels sont systématiquement protégés par l'institution judiciaire et leurs victimes brisées par cette institution judiciaire. Mais seulement, pour ceux qui ne le savent pas, sachez que cela a été relevé par un rapport d'enquête d'un rapporteur intègre de l'ONU, des fois ça se trouve, en 2003, qui s'appelle Juan Miguel Petit, et que ce rapport qui visait la France dans des proportions très graves a évidemment été classé vertical. Et nous avons donc décidé, après le documentaire Les Réseaux de l'horreur, de faire une série d'interviews en récoltant de nouveaux cas dans le cadre de ce que dénonçait Juan Miguel Petit, rapporteur de l'ONU, pour démontrer quoi? Eh bien, la persistance et l'aggravation du contexte abominable de haute trahison judiciaire et politique dénoncé par ce rapport de l'ONU. En clair, démontrer que les protocoles des ignobles robes noires qui brisent les parents protecteurs
et les petites victimes, les enfants, était un climat qui bien sûr persistait, puisque le rapport de la nuit n'avait servi à rien, et s'aggravait forcément, puisque la contamination continue à être exponentielle. Donc dans ce contexte, nous avons fait une dizaine d'enquêtes, où nous sommes allés depuis la clandestinité, puisque j'avais un mandat d'arrêt déjà européen à l'époque, nous sommes allés au contact de cas que nous avions repérés dans le PAF, sélectionnés, sur lesquels nous avons travaillé sur pièce avec les dossiers, et pour lesquels nous avons pris des auditions, c'est-à-dire on interviewe la personne avec le caméscope pour qu'elle puisse avoir une libre expression. Et ça, voilà, on vous démontre une fois plus la machination judiciaire. Quand eux vous parlent de projet d'enlèvement d'enfants, les faits sont que nous n'avions même pas un projet, nous avions un travail d'enquête et de démonstration, puisque nous avons publié, c'est dans les auditions de Stan Mayo, ça se trouve sur Internet, au moins une demi-douzaine, voire un peu plus, de cas et d'auditions de parents protecteurs brisés, persécutés, et que celui de Sandrine Gachanois, eh bien, il rentre exactement dans ce cadre-là, au milieu des autres. Oui, c'est bien pour ça. Ils avaient besoin de monter une machination judiciaire pour neutraliser les enquêteurs de terrain. Oui. Parce qu'ils avaient bien compris ce qu'ils avaient dit avec qu'ainsi le risque de réitération des faits reste majeur. Les faits d'approcher les enfants Kalour ou d'autres enfants. Oui. Et de faire la démonstration de la réalité des réseaux pédosatanistes. Et ça, il ne faut pas le faire. On a bien compris. Voilà. Tout va bien dans le monde. Oui, alors Sandrine Gachanois, pour une parfaite mise en scène par les ignobles, est notre commanditaire. Hein, on a bien compris. C'est très important pour eux de vraiment la mettre en scène avec ce rôle de commanditaire. Et on voit à quel point la presse vient au secours des ignobles en robe noire pour cette mise en scène. Alors je vais, si tu me permets, 2 petites secondes, lire 2 petites phrases que j'ai recueillies dans les merdias. Alors, Sandrine Gachanois avait fait appel à Christian Maillot à la tête d'un groupuscule d'activistes convaincus de l'existence de complots pédophiles. Ouais. Les prévenus projetaient d'enlever les 3 enfants qui vivaient chez leur père à Montendre, dans le sud de la Charente-Maritime, mais ils avaient été arrêtés avant d'avoir pu commettre leur acte. Hein, toujours aussi en passant la notion d'on a été arrêté à temps. Hein, c'est une autre idée, mais c'est sympa. Avant de passer à l'acte. Avant de passer à l'acte, attends, tu vas voir, dans ce cadre-là, il y en a un qui fait encore plus fort. C'est le Nouvel Obs, je crois. Et eux, sa formule, c'est d'ailleurs parce qu'il se sait recherché pour avoir sévi dans les Pyrénées-Orientales que Christian Maillot prend la fuite à pied le jour où il est arrêté par un banal contrôle routier en plein rapt des enfants de Sandrine Gachanois. C'est pas mal, hein. C'est-à-dire que donc le 22 septembre 2012, quand nous rentrions dans le village de Bolambos, qui est de l'autre côté de la France, rappelons-le, hein, à la frontière suisse, nous étions en plein rapt des enfants de Sandrine Gachanois que tu avais contacté 3 semaines avant de l'autre côté de la France. Bah, c'est ce qu'ils veulent faire croire depuis le début, hein. C'est pour ça qu'ils disent projet de kidnapping. Ouais. Et tout est vraiment du montage, de la mise en scène. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et là, j'avais, alors oui, donc, ce que je voulais relever en passant aussi, donc, bien sûr, c'est le rôle de Sandrine Gachanois qui est ici bien mis en exergue, hein, en lumière, comme étant été notre commanditaire, qui serait venue à notre contact. Et comme tu l'avais expliqué, c'est pour ça que je revenais dessus, c'est impossible de venir à notre contact. Nous avons fait une dizaine d'enquêtes pour lesquelles à chaque fois nous sommes allés à la rencontre des personnes. Faut comme si ils n'étaient pas au courant qu'on vit en clandestinité. Voilà. Donc on ignore tout enfin. Alors j'ai bien apprécié en passant, après c'est bon, je vais passer à des choses plus sérieuses, mais j'ai quand même bien apprécié toujours cette tournure qu'on trouve dans tous les journaux. Hein. Groupuscule d'activistes convaincus de l'existence des complots pédophiles. Hein, nous sommes un groupuscule d'activistes, je suis à la tête, pardon, d'un groupuscule d'activistes convaincus de l'existence des complots pédophiles. Et avec cette histoire de complots pédophiles, il y en a un autre qui fait beaucoup plus fort. Ah non, c'était là, le Nouvel Obs. Le premier, c'était
Sud-Ouest, je crois, je ne sais plus. Stan Mayo, un ancien militaire, désormais à la tête d'un réseau complotiste. Ah bah du coup, c'est moi qui suis à la tête d'un réseau. C'est pas mal, hein? C'est-à-dire nous, soi-disant, on traque les réseaux pédophiles sataniques. Non, non, non. Je suis à la tête d'un réseau et complotiste, s'il vous plaît. Il explique vouloir sauver les enfants victimes de la pédophilie à l'échelon mondial. Waouh! J'ai dit ça? Mon pétard! Oh, qu'est-ce que je me suis mis sur la gueule? Complot destiné, selon lui, à changer l'espèce humaine en créature zombifiée. Bon, vous n'êtes pas loin, les mecs, là. Vous n'êtes pas loin. Bon, vous n'avez pas encore tout compris. Il faudra bien revoir mes vidéos, hein, les pseudo-journalistes, là, les baveurs des médias. C'est pas exactement ce que je suis en train d'expliquer à la collectivité. Les créatures zombifiées, c'est vous. Ça, c'est déjà... c'est bon. Hein. Le complot en question... Eh ben, on va revenir sur l'idée du complot pédophile, c'est vachement intéressant. Le complot en question, il est plutôt destiné, comme on le constate, comme on l'a constaté dans nos enquêtes, à faire en sorte que les enfants qui sont victimes de pédophilie, hein, donc d'agressions sexuelles qui se développent de façon exponentielle, à terme deviennent évidemment des prédateurs. Et les pires, ceux qui sont le plus matraqués, ceux qui sont carrément amenés par leur père, Franc-Mac ou Rose-Croix dans les initiations depuis 5 ou 6 ans, pour être initié afin d'être plus tard une élite, hein, comme ça devait être le cas pour Macron, comme ça devait être le cas pour Marlène Schiappa aussi, eh bien cela, c'est bien pire que d'être changé en créature zombifiée ou en prédateur d'enfants. Ils sont là pour être fracturés au niveau mental afin que des entités puissent venir les habiter. Et nous sommes, effectivement, je continue à le soutenir, dirigés par des élites qui se reconnaissent d'après le jeu de société secrète, qui sont possédés par des entités sataniques suite aux procédés MK-Ultra qui sont faits, aux viols et aux tortures d'enfants, etc., etc. Voilà, alors moi j'aime bien, je sais pas, je pense. De force au degré, ils vont arriver à ça. Hein. Ouais. Il y en a qui les appellent degrés, et d'autres qui sont passés par là dans leur enfance. Voilà. Moi, ce que je voulais simplement faire, c'est remercier ces baveurs, ces crapauds baveurs des merdias. Parce que, rends-toi compte tout le mal que j'ai eu pour alerter l'opinion publique sur, alors, un complot pédophile, c'est vrai que c'est une tournure un peu... Ouais, c'est un peu niais comme tournure, un complot pédophile, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand même, ça interpelle l'opinion publique sur ce que nous essayons de dénoncer depuis tant d'années. En étant complètement écrasé, on n'y arrive pas. Et bien là, allez, on alerte l'opinion publique, oui. Question, y aurait-il un complot pédophile? Est-ce que toute notre histoire ne serait pas justement au cœur d'un complot pédophile? Et est-ce que cette machination judiciaire que nous avons parfaitement démontrée n'est pas justement elle-même au cœur de ce complot pédophile et générée par le fait que nous dénonçons ce complot pédophile, hein? Est-ce que les derniers événements, pour les baveurs des merdias, qui concernent la loi Schiappa, la révolution sexuelle, la révolution du genre avec la pédophilisation, la sexualisation des enfants au plus jeune âge, est-ce que ça ne rentre pas justement dans le cadre d'un complot pédophile, comme cette protection institutionnelle de la pédocriminalité que nous avons mis à jour dans nos enquêtes? Moi je pense de toute façon, ça ne va plus rester encore longtemps un secret. Avec la nouvelle loi qui est passée, et on va en parler plus précisément, plus longuement, parce que voilà, ça prendra du temps. Oui. Je crois ce sera bientôt plus pour rire de parler d'un complot pédophile. Ouais, bientôt tout le monde l'aura compris. Mais trop tard. Ça sera trop tard. Quand on l'aura compris, ça sera trop tard. Ça sera trop tard, effectivement. Bon, maintenant, allez, le petit mot de la fin concernant ça. Nous, on est un réseau complotiste. Pour moi, ce sont les magistrats le réseau complotiste. Ah oui, attendez. Nous avons mis en évidence le fait qu'on faisait des enquêtes de terrain. C'est même pas un projet, on faisait des enquêtes de terrain. Eux, dans des enquêtes de terrain, avec une dizaine de dossiers et d'interviews publiés sur Internet, s'il vous plaît. Eux, là, ils y voient un projet d'enlèvement, de multiples enlèvements d'enfants. Et puis attends, au début, c'était pas juste les enfants de Sandrine Cachalois. Il faut revoir les procédures du début, il faut revoir les articles de presse qui ont été commandités par l'ancien procureur de Saintes, Philippe Coindeau, l'autre taré, qui disait que notre projet était d'enlever
tous les enfants concernés par les enquêtes que nous faisions sur le terrain. Vaste programme, hein, ça fait du monde. Hein. Donc pour moi, excusez-moi, mais le réseau complotiste, ce serait plutôt ceux que j'appelle les ignobles en robe noire. Hein. Ils sont complètement matraqués, ils voient des complots de kidnapping là où il y a des enquêtes. Voilà. Bon, allez, assez avec ça, passons à quelque chose de plus sérieux. De toute façon, on peut toujours parler, ça sert pas à grand chose, mais on peut toujours le faire. Oui, comme disait, je ne sais plus quel avocat, c'était l'avocat de l'association politique de vie, qui est quand même pas mal comme avocat, encore un des plus honnêtes qu'on peut trouver. Si on met son nom. Jean-Pierre Joseph. Merci. Jean-Pierre Joseph qui disait, je crois que c'était à l'occasion du procès de l'ordre du Temple solaire, en Afrique, on vous dit tais-toi. En France, on vous dit cause toujours. C'est exactement ça. Voilà. La justice ça change à la française. Ça change rien. Moi, on peut parler, mais voilà. Oui, donc, on continue quand même à parler. Allez, complotiste, vas-y. Oui, voilà, on voulait parler encore un peu du contraste, non, de nos deux... Oui, on avait prévu de parler du contraste entre nos deux verdicts, les deux condamnations. C'est vrai qu'il y a là, pour un grand écart, il y a un grand écart. Alors que, il me semble, oui, on disait, tu avais un rôle quand même dans le scénario qui a été imaginé par les suppôts de Satan, pour les ignobles en robe noire, hein, pour nous coller une nouvelle accusation sur le dos. Mais tu avais un rôle très actif. Toi, tu avais approché Léa pour prendre son audition. Tu es accusé d'avoir approché Léa pour la kidnapper avec ses petites sœurs. Et quand j'étais en garde à vue, après la garde à vue en détention provisoire, la juge de la détention et de la liberté, elle m'avait dit, et j'en avais pour 10 ans. Ouais, Bernadette Ragout, c'est ça? Ouais, Ragout. Ragout, le ragout là, Bernadette Ragout. Une démoniaque, tu m'as dit. Oui, démon incarné. Voilà. Donc voilà, j'en avais pour 10 ans, et là j'apprends que, rien, comment ça? Juste du sursis? Quel mystère. Donc voilà. Claire Liot, là, ils appellent ça des présidents de leur machin, leur messe noire, hein, ils appellent ça des présidents de tribunal. Donc Claire Liot, qui m'a jugé à 5 ans de prison, aurait-elle balancé sur toi un rayon de grâce du haut du palais, du haut du mont Olympe? Ça pourra peut-être apparaître comme ça en premier regard, au premier degré, non? Première lecture, oui. La première lecture, et il faudra toujours avoir plusieurs lectures avec eux. Oui. Parce que ça amène à quoi, finalement? Que toi, tu es condamné à 5 ans de prison ferme et moi à 3 ans avec du sursis. Ça amènera plutôt à nous séparer. Mmh. Dans les faits, c'est une séparation. Parce que, voilà, toi, tu t'enfonces dans le point de non-retour. Et moi, c'est comme si ils ont ouvert une porte de retour. Le point de non-retour, elle est déjà franchi depuis un moment, quand je suis partie en clandestinité en 2013. Donc, et maintenant, ils me ouvrent une porte pour revenir, pour faire comme si rien n'était. Qu'est-ce que ça cache? Oui, c'est comme s'ils n'avaient rien vu, quoi. Ouais. Ou alors ils ont fumé du lourd, ils ont coupé leur herbe avec des poils de paillasson, je sais tout, et puis ça fait... hein? Ou alors ils ont sniffé une très mauvaise coke. Ou alors, ils sont plus stupides que nature. Non, ils sont pas stupides. Non, stupides, ils sont pas. Non, ils savent ce qu'ils font. Ils sont même très retors, très pervers. Alors donc, ce sera plutôt un piège. Oui, donc la stratégie sera... Soit je suis naïf et on va se séparer. Ouais, c'est-à-dire tu vas me dire, bon, écoute Stan, continue tes conneries tout seul, maintenant ça ne concerne plus que toi. Parce que Moi, je suis un peu fatiguée de toute cette vie en clandestinité, il faut dire. Hein. Et ça serait très légitime, quelque part. Hein. Ça serait, après tout ce que tu as vécu, comme une grosse galère avec moi, et comme les risques que tu as pris, effectivement, l'invitation à revenir dans la matrice, elle est tentante. Oui. C'est une tentation du diable. Oui, la tentation du diable, effectivement, on pourra le qualifier comme ça. Oui. Mais voilà, il faut voir où est le piège. Oui, oui.
Parce que c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent, ces soupeaux de Satan, c'est toujours la destruction de l'amour. Que ce soit l'amour dans un couple ou l'amour entre une mère et ses enfants. Oui. Tout l'amour doit disparaître de cette planète. Comme ça, eux, c'est l'enfer. L'enfer est construit beaucoup mieux encore. Et ils sont en train de le faire. C'est-à-dire détruire l'amour à travers des choix. Des choix, nos choix, à chaque individu. Oui, c'est ça. Il nous De par la conscience que nous avons, de toujours prendre les mauvais choix, que le choix le plus facile est de sacrifier l'amour. Parce que normalement, je devrais dire maintenant, écoute, c'est pas raisonnable, cette voie, elle amène à rien. Déjà que je l'ai fait, c'était plus que déraisonnable. Maintenant, il faut que je revienne à la raison. Surtout, une porte m'est ouverte pour revenir dans la matrice. Parce que sinon, je ne sais pas où on va. Ça n'a pas de... C'est l'inconnu total. Et des difficultés sans fin. Donc, la décision pour moi la plus simple sera de sacrifier l'amour. Oui. Comme pour toute autre personne, comme pour les mères aussi, de dire « Ah, mais j'abandonne les enfants parce que je ne peux rien faire. Je suis dans le système, si la justice ne m'aide pas, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. » C'est trop compliqué, c'est trop dangereux, etc. Oui, voilà, c'est trop compliqué. C'est une casse-tête sans fin. Oui. Donc, on prend toujours des mauvais choix, des choix contre l'amour, et pour la raison luciférienne dans ce système. Et c'est comme ça que l'enfer se construit. Mais comment se fait-il qu'ils ont pensé que toi, tu étais fragile ou que tu pouvais être tenté par cette invitation du diable, non? Cette tentation du diable, d'après toi? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette pseudo-présidente, là, Claire Lio? Mais je crois, elle avait dit que j'étais une femme sous influence. C'est pour ça que j'étais graciée à ce point. Oui, c'est vrai, le gourou charismatique. Oui, le gourou charismatique, oui, sous influence. Ouais. Mais oui, je préfère d'être sous influence d'une personne bien, au grand cœur, que d'être... Oui, c'est toi. Oh, merci. Que d'être sous influence des suppôts de Satan, comme toute la population entière, même sans le savoir, ou encore sous influence de l'emprise démoniaque, des entités démoniaques carrément, comme des personnes haut placées, comme des magistrats, etc. Vous savez de quoi je parle. Sous influence d'entités démoniaques? Claire Auriol? Claire Lio, sous influence d'entités démoniaques? Ah, ouais, ça pourrait bien. Ouais. Mathieu Auriol aussi, oui, tout à fait. Mais de toute façon, le juge des innocents à l'asile psychiatrique, ça ne peut pas être une personne normale. Hein. Non, c'est pas anodin. Oui, ok, on a bien compris l'idée. Moi, je voyais autre chose aussi dans cette volonté de briser le couple, parce qu'effectivement, ça fait un moment qu'on a remarqué qu'ils veulent briser notre couple. Tu l'avais remarqué avec l'intervention de ta pseudo-avocate, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Alexandra de Brossin-Deméret. Demeuré? Alexandra de Brossin-Demer, je crois, pas Demeuré. Deméret. Deméret. Oh putain, pardon. Oui, donc, Alexandra de Brossin-Demeret, elle t'avait donc transmis le contrat des magistrats, on en parlait tout à l'heure, qui était de revenir... de me désolidariser de toi. Et surtout de te désolidariser de moi. Oui. C'est là qu'on a... Ah oui, c'est là où ils veulent en arriver. Et effectivement, c'est ce symbole du couple. Il n'y a pas seulement la notion d'amour qu'ils veulent détruire. Effectivement, comme tu l'as si bien expliqué, il y a aussi, je pense qu'on est, pour beaucoup de gens, un symbole. De par le fait qu'on est un couple normal. Oh, qu'est-ce que je viens de dire? 50 plus. Oh, pétard, on va y arriver, allez, un petit effort. Oui, un couple normal, ça vaut bien 5 ans, non, ce que je viens de dire. Donc, on est un couple normal, et effectivement, quand nous avons fini par comprendre et puis faire la démonstration que ce que nous avions dénoncé, cette réalité épouvantable de protection institutionnelle de la pédocriminalité, avec tous ces procès qui écrasent les mères protectrices et qui livrent les enfants à leurs prédateurs, rentrait dans le cadre d'un plan global, vous savez, le fameux complot pédophile, et que dans ce plan global, donc, pour le nouvel ordre mondial, il y a la révolution du genre.
Et maintenant, on voit beaucoup plus clair avec la révolution du genre, avec les droits soi-disant rattachés aux droits de l'homme, les droits du bétail, les droits sexuels qui concernent les enfants, hein, qui fait que les enfants vont pouvoir aller en justice contre leurs parents si leurs parents les interdisent, par exemple, ou veulent les interdire de suivre un prédateur sexuel, ou de voir de la pornographie, est-ce que je sais. Et la fameuse loi Chiappa, dont on ne parlera jamais assez, mais quand même, c'était le coup de grâce qui a été porté à la collectivité. Il y en a beaucoup qui sont très perturbés, heureusement. Espérons que ça va donner quelque chose. Avec, qu'est-ce qu'il y avait au milieu? Il y avait, donc j'ai parlé des droits sexuels, la loi Chiappa, avec quelque chose d'autre. Bref, enfin bon. Directive de IPBF. Ah ouais, les fameuses directives du planning familial, enfin bon, toutes ces abominations sur l'initiation à la pornographie à l'école, etc. etc. Donc, de toute façon, ils veulent détruire la famille depuis longtemps. Donc maintenant, on est au stade, ils veulent détruire les couples aussi. Hein. Ils veulent détruire les enfants, les couples normaux, qui n'existent plus, hein. Bientôt il n'y aura plus. Ce sera un truc unisexe, enfin deux partenaires unisexes. Ça semble encore un peu loin peut-être dans l'esprit des gens, mais ça va aller plus vite qu'on pense. Hein. Quand on voit l'évolution des choses, c'est dans un temps record. Hein. Ils font ça très vite maintenant. Oui, la contamination avance très très vite. Et puis effectivement, donc nous, par ricochet, et puis maintenant c'est très formel, nous sommes en guerre contre ça, contre la révolution du genre, contre la pédophilisation de la société, de l'humanité. On a trouvé un terme qui colle beaucoup plus à la réalité, beaucoup plus généraliste et qui colle bien à la réalité. Eh bien, nous sommes ce couple normal, uni par l'amour. Oh là là. Et qu'on a choisi de ne pas avoir d'enfants. Pour ça. Voilà, c'est un choix. On répond à quelques crapauds baveurs là, qui hantent les réseaux sociaux. Oui, pourquoi on n'a pas d'enfants? Ben, on n'a pas justifié ça, mais pourquoi on n'a pas d'enfants? Ben, parce que justement, on est bien responsable et conscient que dans cette guerre que nous avons décidé de mener, ben, ça ne serait qu'une terrible vulnérabilité de plus. Parce que la première vulnérabilité, effectivement, étant unie par l'amour, c'est que on craint l'un pour l'autre. C'est la première des choses. Ouais, c'est déjà assez horrible comme ça. Oui. Mais donc, l'idée d'enfant, à tout jamais, révolue, pour la bonne raison que notre combat, il est à la vie et à la mort, hélas. Hein. C'est pas une bataille qui va durer une période, et puis après, on peut prendre sa retraite ou passer à autre chose. Et donc, l'idée du couple, uni par l'amour, qui, en plus, bon, n'a pas d'enfant par idéal, hein. C'est quand même quelque chose. Ben oui, si on avait des enfants, on ne serait pas là, hein. Ça c'est sûr. C'est un symbole, je peux dire qu'il est beau, hein. Il est beau ce symbole, c'est un beau symbole. Et le couple, il est, non, quand je dis normal, c'est que voilà, je vous garantis que Janet Ziman n'a pas été opérée. Et Salmayo, pareil, il n'a pas été opéré. Merci, j'ai toujours tout en place. C'est pas comme certains. Et, il faut se remettre en question aujourd'hui. Hein. Ouais. Et donc voilà, ça fait tâche. En plus, on se permet de le revendiquer, et on est donc ce symbole d'un couple parfaitement normal, d'un couple sain, tout simplement, sain d'esprit, de corps et d'esprit, pas des obsédés sexuels, où on est dans la mode de l'interchangeable, etc. Non, on est un couple parfaitement sain, et qui revendiquons ça, qui n'avons pas d'enfants simplement par abnégation pour la cause, sinon, oui, adopter des enfants, par exemple, ça serait quelque chose d'extraordinaire pour nous. Mais non, on ira jusqu'au bout dans la lutte, et pour ça, on va rester juste ce couple, et là, en l'occurrence, cette équipe dans le combat. Parce que c'est aussi ça, notre couple. C'est aussi, maintenant qu'on est plongé dans le combat tous les deux, on est partenaires de combat, je veux dire. Désolé. C'est venu comme ça. Et donc, oui, donc, ma femme sous influence. Voilà, quoi dire de plus. Hein. L'image de ce couple, il faut la détruire. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a cette attaque-là, ce procès d'intention, où tu serais donc une femme sous influence. En principe, on dit ça de quelqu'un qui est gouroutisé, puis on parle d'un sale type, hein, en principe. Hein, oui, voilà, pour dire sous influence d'un sale type. Sous influence d'une personne bien, c'est quoi? Mais le fait qu'on déclare ainsi de façon si simple, avec des mots si simples, qu'on est simplement un couple uni par l'amour et engagé tous les deux dans le combat. Alors certes, effectivement, j'ai 10 ans de plus qu'elle, ça me donne un certain ascendant,
Mais non, c'est raté. On est juste un couple, bien décidé, l'un comme l'autre, bien déterminé, solide dans nos baskets, dans nos convictions. Et c'est pour ça qu'ils veulent essayer de mettre en scène le détraqué gourou mythomane qui a suffisamment de charisme pour subjuguer les foules et en premier lieu sa compagne, bien sûr. Et puis toi, qui est donc au premier stade, je dirais que cette Claire Liot, ce qu'elle a essayé de faire, c'est d'ouvrir la porte à ce qui a été fait pour Sandrine Cachalois, c'est de déclarer son irresponsabilité pénale. C'est très proche de la condamnation de Sandrine Cachalois, c'est du sursis, 2 ans ou 3 ans de prison avec sursis. Pour elle, c'est pour ça, je dis, il faut voir les petits détails du jugement. Hein. Ouais. Parce qu'il ne faut pas la lire au premier degré. Il y a des petites phrases à voir avec la loupe qui se cachent. Probablement. Mais moi, ce que je pressens déjà, c'est que ce qu'il y aurait à lire en filigrane, c'est qu'ils sont sur le point, si ce n'est pas déjà fait, de te déclarer toi aussi pénalement irresponsable. Oui, c'est le psy, quoi. Et ça veut dire si te mettre ta main dessus à la première occasion pour te protéger de moi, hein, ça va être... Oui, mais de toute façon, toi aussi, tu vas aller à l'asile psychiatrique si jamais elle t'attrape, parce qu'ils ont déjà dit, pour toi, on n'a pas besoin d'expertise. On n'a même pas besoin d'expertise psychiatrique. Hein. Oui, enfin la différence, c'est que moi, je sais à quoi m'en tenir. Moi, j'ai pris 5 ans de prison ferme dans les dents, hein, donc j'ai plutôt tendance à raser les murs et rester sous les radars, et toi, tu es plutôt invité à revenir... de faire piéger dans la matrice. Ouais. Voilà, je crois qu'on est un peu fait. On a compris, hein. On a compris. Et puis, ça ne marchera pas. Voilà. Autre chose à déclarer? On va faire une petite pause. Madame sous influence. On va faire une petite pause, on revient.